Mesdames et messieurs les élèves de l'école polytechnique, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté l'invitation de M. Louis-Samuel Pulser, qui est le président des tribunes de l'X, qui m'a proposé de venir vous parler du développement de l'Afrique et des relations que peuvent avoir l'Europe, la France, avec le Gabon, mon pays, et le reste du continent africain. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous dans ce beau campus de Palaiseau, et particulièrement au sein de cette prestigieuse institution qu'est l'école polytechnique, pour échanger sur un sujet qui a été au cœur de mon activité professionnelle d'abord, politique ensuite, au cours des 40 dernières années de mon activité. Autant il est difficile de parler de l'Europe, tant la différence est grande entre la France et l'Azerbaïdjan, autant parler de l'Afrique comme d'une seule entité conduit inévitablement à des raccourcis dont ne saurait se satisfaire une assemblée aussi exigeante que la vôtre. Mais au moment de débuter cet exposé, je voudrais m'autoriser à mettre en lumière quelques données concernant l'Afrique qui permettront de mieux situer notre continent. Au plan géographique, tout d'abord, même si cela va de soi, il n'est pas inutile de rappeler que, comme l'Europe, l'Afrique est un continent et non pas un pays. Je le dis en pensant à ce que, des fois, quand je suis arrivé à Rennes pour commencer mes études supérieures et que j'allais dans les villages bretons, je trouvais quelquefois de braves Français qui me disaient: mais vous allez au Gabon, vous allez à Libreville. Ah, mais j'ai mon beau-frère qui est à Brazzaville, je peux vous confier une lettre pour lui? De Libreville à Brazzaville, ça prend 1h15 de jet. C'est la distance, je pense, en avion entre Lille et Nice. Donc, ce n'est pas du tout la porte à côté. Avec une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique est près de 3 fois plus étendue que l'Europe, qui a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés environ. La population de l'Afrique est estimée à 1,2 milliard d'habitants, lorsque l'Europe n'en compte que 743 millions. Mais, bien que 3 fois plus vaste, l'Afrique, avec 40 habitants au kilomètre carré, est 2 fois moins peuplée que l'Europe, qui en compte 73 au kilomètre carré. Enfin, l'Afrique compte 54 États indépendants et l'Europe 53. Le Gabon, mon pays, se trouve au cœur du continent africain, à cheval sur l'équateur, sur la façade atlantique. Quand on parle du Gabon, souvent on dit c'est un petit pays. Non, le Gabon n'est pas un petit pays. Le Gabon est grand comme la moitié de la France, mais il est petit par sa population, parce que le Gabon ne compte que 1,8 million d'habitants. J'ai dit bien 1,8 million d'habitants, c'est-à-dire moins que la population de la ville de Paris. Mais le Gabon deviendra un grand pays, par son rayonnement, par ses capacités, selon les conditions que je m'en vais vous expliquer tout à l'heure. Au plan économique, le continent africain est en retard. 34 des 48 pays les moins avancés du monde se trouvent en Afrique. Les performances économiques de l'Afrique sont faibles. En 2014, le PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, était de 3 500 $ pour l'Afrique subsaharienne, soit le quart de la moyenne mondiale qui se situe à peu près à 14 956 $. L'indice de développement humain
mesure le niveau de développement humain des pays du monde sur 3 critères majeurs. L'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Du point de vue de l'IDH, l'Afrique a le niveau de développement humain le plus faible, les pays de l'OCDE ayant l'IDH le plus élevé. De nombreuses études et analyses existent sur les causes du mal développement de l'Afrique. Les facteurs démographiques, la faiblesse de l'état de droit, les raisons historiques, notamment l'influence de la traite des Noirs et de la colonisation, l'absence d'infrastructures, ou bien encore le poids des industries extractives et le phénomène de l'État entier qui l'accompagne. Tous ces éléments figurent au nombre des causes du mal de développement de l'Afrique. Nous allons ici aborder le développement de l'Afrique au sens de l'amélioration significative des conditions individuelles et collectives de vie des Africains en général et spécialement, bien sûr, des Gabonais. Pour cela, nous évoquerons les défis de l'Afrique, c'est-à-dire les facteurs qui constituent un handicap pour le développement du continent, ainsi que les perspectives qui devraient permettre d'y remédier. Nous inciterons ensuite, et c'est cela le plus important, sur notre vision de l'Afrique de demain, des relations que l'Europe, la France et l'Afrique en général, et le Gabon en particulier, devraient cultiver dans l'intérêt de leurs populations respectives. Tout d'abord donc, les défis auxquels l'Afrique doit faire face. L'absence d'infrastructures, l'insuffisante prise en compte des facteurs de développement que sont l'éducation et la santé, l'absence de liberté réelle d'entreprendre, donc le mauvais environnement des affaires, l'absence de démocratie constituent les principaux freins au développement de l'Afrique. L'absence d'infrastructures. Pour illustrer l'écart d'infrastructures qui existe entre l'Afrique et le reste du monde et apprécier ainsi le chemin qu'il nous reste à parcourir, prenons quelques exemples. La route. La France compte environ 1 million de kilomètres de routes bitumées, soit près de 1,8 km de routes bitumées pour chaque kilomètre carré de territoire. En comparaison, l'Afrique tout entière compte moins de 30 000 km de routes bitumées, soit moins d'1 mètre de routes bitumées par kilomètre carré de territoire. Le Gabon compte quant à lui moins de 1500 km de routes bitumées, soit environ 5 mètres de routes bitumées par kilomètre carré de territoire. L'électricité. Sur une population totale de 1,2 milliard d'habitants, plus de 650 millions n'ont pas accès à l'électricité. Seuls 160 000 mégawatts, l'équivalent de la seule Allemagne, sont aujourd'hui raccordés au réseau en Afrique. Les 2 tiers de cette électricité concernent d'ailleurs le Maghreb et l'Afrique du Sud. Le reste du continent ne compte que 53 000 mégawatts, soit l'équivalent du seul Portugal. Le rythme d'installation de la puissance électrique, qui n'a pas suivi celui de la croissance économique, pèse naturellement sur le développement plus qu'elle ne le soutient. Les technologies de l'information. Dans le classement du rapport 2016 du Forum de Davos sur les technologies de l'information, le premier pays africain, l'île Maurice, arrive à la 49e place. Seuls 10 pays africains figurent dans les 100 premières places et les 9 dernières places sont occupées par des pays africains.
L'éducation. Les très faibles niveaux d'éducation atteints font de l'Afrique subsaharienne une région en retard, une région à part. Moins de la moitié de la population a achevé le collège et moins de 20% dans de nombreux pays. Dans certains pays, seul un adulte sur 10 a terminé le premier cycle du secondaire. Ce faible niveau d'éducation et la pénurie de capital humain qui en résulte expliquent en partie, bien évidemment, le faible niveau de développement économique de ces pays. Il y a néanmoins quelques lueurs d'espoir. L'accès à l'enseignement primaire et secondaire progresse de jour en jour dans toute l'Afrique subsaharienne. L'augmentation du taux de scolarisation parmi les enfants et les adolescents d'aujourd'hui entraînera forcément une amélioration du niveau d'éducation de la population adulte. La santé. À l'échelle mondiale, l'espérance de vie pour les enfants nés en 2015 était de 71,4 ans. Mais au niveau individuel, la perspective dépend du lieu de naissance. Les nouveau-nés dans les pays à haut revenu ont une espérance de vie moyenne d'au moins 80 ans, tandis qu'en Afrique subsaharienne, elle est de moins de 60 ans, soit un écart d'espérance de vie de 20 ans. La mauvaise gouvernance. Le rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale, qui mesure l'efficience du climat des affaires dans le monde, classe le premier pays africain, toujours l'île Maurice, à la 49e place sur un total de 190 pays. L'île Maurice étant suivi du Rwanda, qui arrive à la 56e place. Seuls 8 des 54 pays africains figurent parmi les 100 premières économies de ce classement. La démocratie et l'état de droit. Le début des années 90 marque l'entrée de l'Afrique dans une nouvelle vague de transition démocratique. Ce processus a abouti à l'adoption dans presque tous les pays africains de nouvelles constitutions, consacrant une démocratie dont les traits fondamentaux sont la reconnaissance du pluralisme, de l'opposition politique, ainsi que la proclamation de droits et de libertés. Ce renouveau démocratique est également marqué par la construction progressive de l'état de droit et l'organisation d'élections concurrentielles qui ont pu déboucher sur une alternance dans plusieurs pays, spécialement en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Kenya, Tanzanie, Madagascar, Sénégal, Ghana, Gambie. Curieusement, vous l'aurez constaté, l'Afrique centrale reste en dehors de ce mouvement. Le Gabon est en Afrique centrale. Des progrès significatifs ont certes été réalisés par de nombreux pays africains, mais des obstacles subsistent. Des élections mal préparées ou manipulées débouchent ainsi sur des violences bloquant le processus démocratique. Pour se maintenir au pouvoir, certains chefs d'État modifient à leur guise la Constitution ou instrumentalisent les institutions du pays. Voyons maintenant que pourrait être l'Afrique de demain. Pour réussir le pari de son développement au cours de ce XXIe siècle, l'Afrique doit relever les défis de la confiance et de la démocratie, en valorisant les deux principaux atouts dont elle dispose, la jeunesse, donc la vigueur de sa démographie et son positionnement géographique. Le défi de la confiance, tout d'abord.
L'histoire de l'Afrique au cours du XXe siècle est caractérisée par l'espoir déçu de la décolonisation. En effet, alors qu'au début des années 60 et l'avènement des indépendances, tout laissait croire que le développement des pays africains était en route. L'installation de régimes politiques non démocratiques a fait plonger le continent dans une crise profonde et fait perdre confiance en un avenir optimiste pour le continent. L'Afrique a besoin de se réconcilier avec son avenir et de réconcilier le monde avec cet avenir rempli de promesses. L'Afrique et les Africains ont d'abord besoin d'avoir confiance en eux-mêmes, en leur capacité de se construire un avenir prospère à travers une utilisation efficiente de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles. L'Afrique et les Africains ont également besoin d'inspirer confiance au monde. Cette confiance passe naturellement par l'établissement au sein des États des principes et des règles de l'État de droit. Mais la confiance ne peut se décréter. Elle doit s'installer dans les esprits à travers les actes et les signes des comportements des décideurs d'abord, mais aussi de l'ensemble de la population. C'est un de vos hommes politiques qui, à ce que je crois savoir, a laissé bon souvenir dans presque tous les segments de l'opinion française, Pierre Manef Sens, qui disait « La démocratie, c'est d'abord un état d'esprit ». Je crois que cette formule est tout à fait juste. Le défi de la démocratie, il est une constante de l'histoire difficilement contestable. Les gouvernements qui respectent la volonté de leur peuple, qui gouvernent par le consentement et non par la coercition, sont plus prospères, plus stables et plus florissants que ceux qui ne le font pas. Le déficit de démocratie, donc de redevabilité des gouvernants vis-à-vis de leur peuple, constitue l'une des causes majeures du retard du développement de l'Afrique. Des élections démocratiques, libres et transparentes, le respect des règles de l'état de droit, le respect des libertés individuelles, qui paraissent aller de soi en Europe, demeurent des conquêtes récentes, voire des défis dans la plupart des pays africains. Le traitement de cette question essentielle relève de l'urgence en ce qui concerne de nombreux pays sur notre continent. Le Gabon compte malheureusement au nombre de ceux-ci. Le développement économique du Gabon, qui doit se traduire par l'amélioration significative de la condition individuelle de chaque Gabonais, est possible. Il est possible. Il est possible parce que notre pays dispose du potentiel humain et naturel pour y parvenir. Il sera rendu possible si les gouvernants font le choix du respect de la volonté du peuple souverain, le choix de l'éthique dans la gestion publique, le choix de la transparence dans la gestion publique, le choix d'une gouvernance économique moderne. L'essentiel est donc d'abord politique. En venant tout à l'heure, j'ai acheté le journal Le Monde, qui est apparu il y avait 14 heures. Et j'ai vu à la première page M. Nada, qui est, je crois, président de la haute autorité publique sur la transparence publique ou quelque chose comme ça. Il dit qu'il faut promouvoir, en France bien sûr, la rigueur, l'éthique publique. C'est dire que ce problème, s'il se pose à vous, j'imagine, il se pose naturellement à nous, pays africains. C'est quasiment une préoccupation universelle aujourd'hui. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, je ne fais pas dans
l'angélisme ou la naïveté. Je ne dis pas qu'il suffira qu'un régime voulu réellement par les Gabonais s'installe pour que tous les problèmes disparaissent comme par enchantement. Mais il est indéniable que pour prendre les mesures forcément douloureuses de redressement nécessaire, l'adhésion des Gabonais sera un facteur éminemment décisif. L'éthique dans la gestion publique est également fondamentale pour asseoir le développement économique et social de notre pays. L'absence d'éthique dans la gestion publique, qui se manifeste à travers les détournements des deniers publics, la corruption, le favoritisme, constitue à n'en point douter une entrave majeure au développement économique et social du pays. Le pouvoir politique doit placer l'éthique dans la gestion publique au centre du débat républicain pour l'élever au rang de valeur de la République. La transparence dans la gestion publique relève de l'urgence dans mon pays. Nous devons nous réconcilier avec la vérité et mettre un terme à l'entreprise de dissimulation permanente de la réalité de la situation du pays. Le manque de fiabilité et de clarté de l'outil statistique et l'absence totale de certaines données est la caractéristique première de la mauvaise gouvernance économique. Sur cette question primordiale qui conditionne son développement, l'Afrique et le Gabon ont besoin de l'Europe et de la France. D'abord parce que l'Europe constitue l'espace régional dans lequel la démocratie et l'état de droit se trouvent au centre de la vie commune, et aussi au regard des relations historiques et de la proximité géographique entre nos deux continents. Par ailleurs, vous le savez, c'est d'abord vers l'Europe et vers la France que convergent les peuples d'Afrique lorsqu'ils sont obligés de quitter leur pays pour diverses raisons. L'implication de l'Union européenne, M. Pisser y a fait allusion indirectement tout à l'heure, l'implication de l'Union européenne lors de l'élection présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, à travers la mission d'observation des élections et les résolutions adoptées par les parlementaires européens sont une illustration de la manière dont la France et l'Union européenne peuvent accompagner le processus de démocratisation de l'Afrique. Je dis bien accompagner, car je sais que les jeunes Africains et les jeunes Européens que vous êtes ne veulent plus des relations de tuteurs et d'obligés qui ont existé naguère. La jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Il y a 4 siècles environ, l'Afrique abritait près de 17% de la population mondiale. Ce chiffre a chuté pour atteindre 7% en 1900. En 1950, la population de l'Afrique était inférieure à 230 millions d'habitants et ne représentait que 9% de la population mondiale. Je vous l'ai dit, elle est estimée aujourd'hui à 1,2 milliard d'habitants et représente environ un peu plus de 16% de la population mondiale. Selon les prévisions, en 2050, 25% de la population mondiale vivra en Afrique. La moitié de la population africaine a moins de 20 ans. Pour l'ensemble de la planète, l'âge médian se situe autour de 31 ans. Dans l'Union européenne, une personne sur 2 a plus de 42 ans. L'Afrique a donc, et de loin, la population la plus jeune de la planète, donc le potentiel de ressources humaines le plus vigoureux. Il reste à l'Afrique d'offrir à cette population une éducation et un cadre de vie approprié pour transformer cet extraordinaire potentiel humain en un instrument de son développement.
une géographie stratégiquement favorable aux portes de l'Europe, disposant d'un vaste territoire riche en ressources naturelles et en terres. L'Afrique est certainement le seul continent qui a conservé presque complètement intact son potentiel naturel. La proximité avec l'Europe présente l'avantage de favoriser les échanges humains et commerciaux entre deux continents que l'histoire associe depuis plusieurs siècles. Il revient aux Africains et aux Européens de repenser le sens et la structure de ces échanges afin de valoriser les potentialités de chacun des continents et privilégier l'intérêt de tous. Il s'agit de mettre en place une coopération au sens premier, qui est d'opérer en commun, d'opérer ensemble. Il s'agit aussi de permettre à l'Europe, comme à l'Afrique, de tirer parti chacune de ce que l'autre pourrait lui apporter de complémentaire. Avec l'accroissement de la population mondiale, et malgré ou grâce au progrès de la technologie, le monde va avoir de plus en plus besoin de ressources naturelles. Au début des années 70, les premiers penseurs écologistes avaient prévenu le monde de la crise de l'eau qui allait survenir dès la fin du XXe siècle. Il est clair désormais que ce sont les terres agricoles qui constitueront la prochaine grande crise de ressources naturelles. L'Afrique, qui dispose du plus grand potentiel de terres agricoles disponibles, aura un rôle stratégique au cours des prochaines décennies. Il reviendra au continent de valoriser ce potentiel dans l'intérêt de son développement et d'en faire également un instrument de coopération. Je viens de prononcer un mot très usité dans les relations internationales, spécialement dans les relations entre pays industrialisés et pays en voie de développement. Il y a en effet un domaine essentiel dans lequel mon pays et quelques autres entretiennent depuis très longtemps une coopération particulière avec la France, c'est celui de la monnaie. Qui pourrait comprendre qu'à l'occasion d'une conférence prononcée par le premier gouverneur africain de la Banque des États d'Afrique centrale, ne soit pas évoquée la relation monétaire entre la France et certaines de ses anciennes colonies au sud du Sahara. Ça serait incompréhensible. Je vais le faire ici brièvement, de manière pragmatique. Je vais être bref, sachant qu'une conférence entière n'aurait pas épuisé le sujet tant il est vaste, complexe et controversé. Je vais m'efforcer d'être pratique, appréhendant la donnée monétaire au niveau du Gabonais, du Sénégalais ou du Congolais lambda. Je ne vous expliquerai donc pas à nouveau l'équation d'Irving Fisher. Je ne vous exposerai pas non plus les théories de Keynes, de Jacques Rueff ou de Milton Friedman. Depuis la Seconde Guerre mondiale, une douzaine de pays d'Afrique noire, dont le Gabon, hier colonie française, entretiennent une relation monétaire forte avec la France, leur ancien colonisateur. La zone franc de franc CFA date en effet de la Deuxième Guerre mondiale, des environs de 1940-45. Ce fait en soi est porteur d'interrogation, sinon de polémique. De surcroît, ce type de construction est unique dans le monde, ce qui alimente forcément l'étonnement d'abord, puis l'incompréhension et enfin, quelquefois, l'hostilité. Pratiquons d'abord une sorte d'exorcisme décomplexé et reconnaissons d'emblée que l'existence du franc CFA s'explique par et s'insère
dans un certain type de relations politiques. Sans remonter au déluge, je mentionnerai simplement pour mémoire la conférence de Brazzaville de 1944 que le général de Gaulle a tenue à Brazzaville avec le concours du gouverneur Félix Éboué, qui a été en quelque sorte le point de départ de la reconquête de la France par les Français sous l'égide du général de Gaulle. L'Union française, qui découle de la Constitution de 1946. La communauté franco-africaine de 1958, qui découle de la Constitution de 1958. Puis les indépendances et les accords de coopération de 1960. C'est ce type de relations politiques qui explique aussi l'existence du franc CFA et de la zone franc. Ceci pour dire que s'il n'y avait pas ce type de relations politiques, je pense qu'il n'y aurait pas eu de franc CFA et il n'y aurait pas eu non plus de zone franc. Alors, rappelons en deux mots quelles sont les caractéristiques principales de la zone franc. C'est la parité fixe des monnaies. Hier, parité fixe entre le franc CFA et le franc français. Aujourd'hui, parité fixe entre le franc CFA et l'euro. La liberté des transferts à l'intérieur de la zone franc, entre les pays membres de la zone franc. La mise en commun des réserves de change. Nos réserves de change sont placées dans un compte d'opération qui est tenu auprès du Trésor français. Ce compte d'opération alimente tous les fantasmes. Mais en fait, il s'agit pour nous de placer nos réserves dans ce compte avec la possibilité de les utiliser. C'est nous qui les utilisons. Je note d'ailleurs, vous noterez avec moi, que de réforme en réforme, le pourcentage de ces réserves que nous plaçons au compte d'opération auprès du Trésor français ont diminué. Avant, c'était la totalité, puis après, c'est passé à 65%, et aujourd'hui, je crois que c'est descendu maintenant à 50% de nos réserves qui doivent être placées au compte d'opération. En contrepartie de ça, la France, quatrième caractéristique, accorde une garantie illimitée à la convertibilité extérieure du franc CFA. Je dis bien la France, pas l'Union européenne. Nous n'avons aucun arrangement monétaire avec l'Union européenne. Nos arrangements monétaires sont avec l'État français. La Banque centrale européenne de Francfort, nous ne la connaissons pas, elle ne nous connaît pas non plus. Alors, ce dispositif monétaire, comme vous le savez, a suscité de toujours de nombreuses critiques. Je ne vais pas toutes les passer en revue, je suis sûr que vous les connaissez comme moi. On nous dit que le franc CFA est géré par la France et non pas par les Africains. Je peux vous dire, j'ai été gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale pendant 12 ans et demi. La Banque des États d'Afrique centrale est administrée par un conseil d'administration dans lequel se retrouvent des administrateurs français et des administrateurs africains. Il y a 3 administrateurs français pour 12 administrateurs africains. Alors, à moins de penser que les 3 administrateurs français sont doués d'un pouvoir de persuasion extraordinaire, je précise d'ailleurs au passage que généralement les administrateurs français, ce sont des hauts fonctionnaires de la direction du Trésor, du ministère français des Finances. Les administrateurs africains, ce sont des ministres. Je peux vous dire de mon expérience que c'est nous qui gérons notre banque centrale. Ce ne sont pas les Français, contrairement à ce que beaucoup laissent entendre. J'en veux pour preuve que lorsque j'avais à soumettre à mon conseil d'administration
des questions difficiles, avec une certaine coloration politique. Par exemple, quand il s'est agi de décider de la distribution d'une partie des bénéfices que réalise la Banque centrale à ses États membres. La France n'est pas un État membre. Pour la BEAC, c'est le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Nous sommes 6. Les autres en Afrique de l'Ouest, la BCAO, ils sont, je crois, 8. Lorsqu'il s'agit de questions vraiment névralgiques, les administrateurs français, de ce que moi j'ai vu, ils se taisent. Ils attendent que les administrateurs africains délibèrent, trouvent une piste de solution à laquelle 9 fois sur 10, ils se sont ralliés. Donc l'idée que ce sont les Français, parce qu'ils siègent à notre conseil d'administration, qui dirigent la banque, c'est un fantasme. Et je dois donner acte aux Français d'avoir pris conscience que, tout au moins sur ce point, dans ce domaine-là, le domaine de la gestion monétaire, nos pays étaient devenus majeurs. Ils sont indépendants, ils sont majeurs. C'est-à-dire que si demain nos pays décident de faire des bêtises sur le plan de leur gestion monétaire, ce n'est pas les Français qui vont les arrêter. Ce n'est pas les Français qui vont les arrêter. En amis, ils vont leur dire, écoutez, ce que vous voulez faire, ça nous paraît hasardeux, mais si les Africains décident de le faire, ils le feront. La France n'a aucun moyen d'empêcher cela. Donc, notre franc CFA, il est géré par nous, et pas par les Français. Je parle à partir de mon expérience de gouverneur. L'autre critique qu'on fait au franc CFA, c'est qu'il bloque le développement des pays africains, il empêche le développement des pays africains. J'entends bien que l'outil monétaire est fondamental dans la gestion économique d'un pays et dans la promotion de son développement. Ce n'est pas le seul levier. C'est un levier important, mais ce n'est pas le seul. Donc, moi, je ne suis pas convaincu du tout que si nos pays sont en retard dans leur développement, c'est la faute du franc CFA. Du reste, à l'intérieur de nos pays, des pays membres de la zone franc, des pays africains membres de la zone franc, vous trouvez, j'allais dire, toutes les palettes de performance économique. Vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui déjà, avant les événements qu'elle a connus, à la suite des élections controversées et très disputées entre M. Gbagbo et M. Ouattara, la Côte d'Ivoire était déjà un pays, disons, qui faisait envie sur le plan de son développement économique. Ils ont connu les difficultés que vous connaissez, et aujourd'hui, moi j'ai été à Abidjan 2 ou 3 fois depuis que ces événements sont survenus en Côte d'Ivoire. Je vois qu'à nouveau, la Côte d'Ivoire a recommencé à performer sur le plan économique. Ils ont d'autres problèmes sur le plan politique, notamment la consolidation de la réconciliation, qui est un vaste et difficile chantier. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle va mieux que bien d'autres pays qui sont à l'intérieur de la zone franc ou qui se situent à l'extérieur de la zone franc. Et la Côte d'Ivoire est un pays de monnaie CFA. Donc, l'outil monétaire, c'est important, mais ce n'est pas le seul levier dont on dispose dans un pays pour promouvoir le développement de ce pays. Alors, en fait, si j'interprète correctement la critique qui est faite au franc CFA d'empêcher le développement des pays africains, c'est parce que, généralement, dans les pays africains qui ont une monnaie individualisée, il existe des possibilités de manipulation monétaire que nous n'avons pas individuellement dans le cadre
de la zone franc. C'est un peu comme si on considérait que la marque d'une vraie monnaie, c'est la capacité qu'auraient les dirigeants à dévaluer cette monnaie un peu au gré des besoins de leur politique économique. Le franc CFA, depuis qu'il existe, je laisse de côté les dévaluations que nous suivions mécaniquement du fait que la France dévaluait sa propre monnaie lorsque elle disposait du franc français, n'est-ce pas? Quand la France dévaluait, bien sûr, puisque nous étions à parité fixe, nous dévaluions d'autant. Mais en dehors de ça, le franc CFA n'a jamais été dévalué, sauf en 1994, en janvier 1994, pour la première fois depuis son existence, le franc CFA a été dévalué de 50% d'un coup. Ça a été un véritable traumatisme dans nos pays. À la fois par l'ampleur de la dévaluation, normalement quand on dévalue une monnaie sérieuse, je veux dire, on dévalue de 2%, 3%, 4%, 5% au maximum. Là, du coup, on a dévalué de 50%. Ça a été un vrai traumatisme. Mais à l'époque, je n'étais plus à la Banque centrale, j'étais Premier ministre de mon pays. Il a fallu expliquer ça à la population gabonaise. Il a fallu surtout remobiliser les gens, reprendre une gestion économique et financière beaucoup plus resserrée. Ça a été un effort extrêmement douloureux dans tous les pays. Mais force est de reconnaître que nos pays étaient arrivés globalement, j'entends, à une situation telle que la dévaluation était devenue inévitable. Parce que les investissements ne se faisaient plus. Nos pays, les pays du CFA qui exportent notamment des denrées agricoles, c'est le cas du Cameroun dans notre zone, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, n'arrivaient plus à exporter parce que leurs concurrents sur les marchés étrangers avaient une prime par rapport à eux. Bref, ça entraînait un certain nombre de conséquences auxquelles il fallait absolument porter remède. Donc, je ne suis pas convaincu du tout que le franc CFA bloque le développement de nos pays. J'ai ici dans la salle une personne qui m'est proche, qui est originaire de Madagascar. C'est mon épouse, pour ne pas la nommer. Madagascar était dans la zone franc. Ils ont décidé de sortir. Moi, j'ai été à Madagascar peut-être 15 fois dans ma vie. Vraiment, ils ne me font pas envie. Quand je vais à Madagascar, ça ne me fait pas envie. Parce que je vois, disons, les difficultés économiques auxquelles les gens sont confrontés, même la misère. Alors, je ne suis pas sûr que le fait pour Madagascar de disposer d'une monnaie individuelle leur ait tellement profité. Alors, on nous dit aussi, autre critique, que le franc CFA n'est pas une vraie monnaie, comme le franc congolais, comme la naira du Nigeria, comme le cedi. Je vais, pour battre en brèche ces critiques, faire référence à deux anecdotes. Quand vous allez en République démocratique du Congo, vous allez au Ghana, vous allez au Nigeria, vous parlez avec un responsable. Vous parlez par exemple avec un haut fonctionnaire congolais de la RDC. Vous lui demandez par exemple, il roule en Mercedes. Vous lui demandez combien a coûté sa Mercedes. Il vous donnera le prix en dollars, pas en francs congolais. Vous allez au Ghana, vous causez avec le ministre des Travaux publics du Ghana, qui doit construire un pont sur une rivière. Vous lui demandez combien va coûter son pont. Il ne va pas vous donner l'estimation en cedi, il va vous donner l'estimation en dollars.
Si vous causez avec un haut fonctionnaire gabonais, ivoirien, sénégalais, vous lui demandez votre 604, elle coûte combien? Il vous donnera le prix en francs CFA. Si vous lui demandez le prix en dollars, il sera obligé de prendre sa calculette pour vous donner le prix en dollars. Si vous rencontrez le ministre des Travaux publics du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, du Tchad, qui doit construire un pont sur une rivière, il vous donnera l'estimation en milliards de francs CFA. Il ne vous donnera pas le prix en dollars. Si vous voulez le prix en dollars, il va devoir prendre sa calculette pour vous donner le prix en dollars. Ça, c'est une première, ça c'est des faits vécus. Deuxième chose, je ne sais pas s'il y a dans la salle un Camerounais. Très bien. Mais vous êtes trop jeune, certainement, pour reconnaître la personne dont je vais évoquer le souvenir. J'étais ami avec monsieur le professeur Joseph Tchudjan. Il est décédé il y a déjà plusieurs années. Brillant, agrégé de sciences économiques. Nous étions amis et souvent nous parlions, et en plus il s'intéressait beaucoup à la chose monétaire, et nous en parlions, et il me disait, mais Casimir, ton franc CFA, ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas une vraie monnaie, tu vois, au Nigeria, il y a une vraie monnaie, au Canada, il y a une vraie monnaie. Et un jour, je l'ai invité à venir faire une communication, une conférence à notre centre de formation de la Banque centrale. Et je lui ai dit, Joseph, tu vas faire une conférence payante. Je suis d'accord pour te payer. Mais je peux te payer en Zaïre. À l'époque, la monnaie du Congo, Kinshasa, s'appelait le Zaïre. Je dis, je peux te payer en Zaïre, je peux te payer en Naira, ou je peux te payer en francs CFA. C'est à ton choix. Il me dit, bien sûr, tu me payes en francs CFA. Je dis, alors. Donc, autre chose, lorsque un parent gabonais envoie son enfant étudier en France, en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, et qu'il faut qu'il aille à sa banque à Libreville pour lui envoyer des subsides, fait son ordre de virement, a débité sur son compte en banque à Libreville, il est sûr que le transfert sera exécuté. À Madagascar, quand des parents doivent envoyer des subsides à leurs enfants et qu'ils vont à la BNI ou à la BOA, ils ne sont pas sûrs que le transfert sera exécuté immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il faut que le stock de devises que la Banque centrale de Madagascar a accordé à la BNI lui permette, à cette BNI, de faire le transfert. N'est-ce pas? Donc, ça peut prendre quelque temps. Tout dépend donc du niveau de devises dont dispose le pays et qui sont répartis par la Banque centrale aux opérateurs économiques et aux établissements bancaires. Donc, pour toutes ces raisons, non pas seulement parce que j'ai servi cette monnaie, mais de mon vécu et du vécu des populations, pour l'instant, je ne peux pas rougir, je n'ai pas à rougir d'avoir des francs CFA dans mon pays. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que, comme toute chose ici-bas, rien n'est éternel. Le franc CFA n'est pas éternel. Du moins, le type de relation que nous avons avec la France n'est pas éternel. Si demain, nous demandons à la France de nous séparer monétairement, la France n'a aucun moyen de nous contraindre à rester dans cette organisation. La preuve, c'est qu'il y a des pays qui étaient dans la zone franc, qui en sont sortis. Le Mali était dans la zone franc à un moment donné, ils sont sortis, ils sont revenus. Madagascar était dans la zone franc, ils en sont sortis. Donc, c'est un choix de nos pays, c'est un choix de nos gouvernements, de nos responsables politiques. Si demain, ils font un autre choix,
il sera exécuté. Ce que je pense personnellement, c'est que notre lien avec la France sur le plan monétaire finira par non pas se distendre, mais se transformer. Il n'est pas dit du tout que la France doive continuer à garantir la convertibilité extérieure de notre monnaie. Je pense que ce lien, un jour, peut être rompu. Et l'essentiel, c'est que nous poursuivions une gestion monétaire intelligente, orthodoxe et permettant à nos pays d'être gérés correctement. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le lien avec la France qui est important. C'est la manière dont on gère l'outil monétaire. C'est ça qui est important. S'il est bien géré, France ou pas, ça marchera. Si c'est mal géré, France ou pas, ça ne marchera pas. Alors, je pense que, personnellement, nous aurions peut-être dans les... Je ne peux pas donner de délai. Je ne peux pas donner de délai, mais, allez, on va dire quoi? Dans les 15, 20 prochaines années, notre lien avec la France sur le plan monétaire va se transformer. Nous pouvons le rompre. Ce qui me paraît le plus important, c'est que nous restions, nous, groupés. Pourquoi? Parce que la construction d'un espace économique régional sera beaucoup plus difficile si, par exemple, dans la CEMAC, nous avons 6 monnaies différentes que d'avoir une seule monnaie comme aujourd'hui. Donc, demain, nous pourrons être séparés de la France, mais je souhaite que nous restions groupés. Tout ça, ce sont des décisions de très haute politique. En conclusion de cet exposé, je voulais dire qu'une partie de l'avenir de l'Europe et de la France se jouera sur le continent africain, qui saura, je l'espère, trouver chez ce voisin du Nord un partenaire pour son développement. Ce partenariat devra prendre en compte l'histoire et la culture des peuples d'Europe et d'Afrique et respecter les spécificités de chacun sans pour autant méconnaître la pertinence des principes désormais admis comme universels que sont la démocratie, le respect des droits humains, l'état de droit et le respect des libertés individuelles. En fait, le destin de l'Europe et celui de l'Afrique sont en partie liés. La jeunesse des deux continents doit s'en convaincre et s'engager dans la définition et la construction de ce destin commun. Je fais appel pour cela ici à vous, la jeunesse de France. Et il me vient à l'esprit des vers d'un poète turc, Nazım Hikmet, qui appelait tous les Turcs, notamment les jeunes Turcs, à se mobiliser pour leur pays. J'appelle tous les jeunes français, tous les jeunes gabonais, tous les jeunes africains à se mobiliser pour le développement de l'Afrique et que chacun de nous, j'allais dire, brûle. Ce sont les mots qu'employait Nazım Hikmet, qui disait « Si je ne brûle pas, si tu ne brûles pas, si nous ne brûlons pas, comment les ténèbres s'éclaireront-elles » C'est sur ces mots que je terminerai cet exposé et je vous remercie de votre attention.